Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Merci pour votre présence ce soir pour ce webinaire des cahiers pédagogiques consacré à notre récent dossier, le numéro 592, Peut-on inclure sans exclure? Je m'appelle Ben Aïda, je suis professeur des écoles, je suis formateur, je suis membre aussi des cahiers, du comité de rédaction des cahiers pédagogiques. J'ai le plaisir et l'honneur d'animer cette discussion et je suis ravi de partager cette animation avec Assa Gori qui Oui, vous attend bonjour. dans le chat. Bonjour Assa. Bonjour, je suis membre de l'association et professeur en lycée dans la région lyonnaise et je vous attends pour les commentaires et questions sur le chat. Merci. Assa fera également la synthèse finale de toutes les sources et toutes les ressources que nous allons partager ici dans ce webinaire. Tout ce webinaire sera mis en forme et en ligne sur notre chaîne YouTube par Tristan Bram et Andrea Capitanescu Benetti. Un grand merci aussi encore à tous les trois pour cette logistique. Merci aussi à Claire Léoté qui prépare et organise et coordonne d'une main de maîtresse à l'ensemble de nos webinaires. Notre chaîne, elle en compte par ailleurs déjà une bonne trentaine, chacun consacré à un de nos dossiers. N'hésitez pas à aller les visionner, à les liker à volonté, le pouce bleu, pour faciliter leur référencement. N'hésitez pas non plus à parcourir notre site, cahier pédagogique, au pluriel, sans accent sur le. Et enfin, abonnez-vous, achetez nos publications, adhérez pour nous soutenir parce que c'est essentiellement grâce à ça que les cahiers pédagogiques vivent, grâce à ça et grâce à vous. Voilà, donc n'hésitez pas à parcourir toutes nos publications et à faire vivre les cahiers. Nous accueillons sans plus tarder les coordinatrices de ce dossier, Cathy Marais et Peggy Conaclap, mais également deux autrices de ce dossier, Charlotte Michaud et Maëlys Rousseau, ainsi qu'un témoin éclairé et éclairant en Mhm. la personne de Grégory Delboué. Nous commençons avec toi, Cathy. Tu es principale dans le Vaucluse et ancienne membre de l'ancienne association Éducation et Devenir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce thème, pour ne pas dire ce défi de l'inclusion, nous l'avions déjà abordé dans les cahiers pédagogiques. C'était le numéro 526, Inclure tous les élèves, qui est paru déjà en janvier 2016 et qui faisait en quelque sorte un premier bilan Tout à fait. suite à la Mhm. loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et la loi de 2013 dite de refondation de l'école. Mhm. C'était donc déjà, enfin j'ai envie de dire, un sujet sociétal crucial. Mhm. Où en est-on aujourd'hui? Quel état des lieux? Et pourquoi ce titre, cette fois-ci, peut-on inclure sans exclure? Alors, tout à fait, ce titre, peut-on inclure sans exclure, il est sans nul doute provocateur. Il semblerait signifier qu'inclure pourrait aussi impliquer exclure, que l'exclusion pourrait être une des conséquences possibles de l'inclusion. Ou aussi, tout simplement, de nos jours, qu'inclure un élève, c'est peut-être encore le montrer du doigt parce qu'il serait différent. Il aurait besoin d'être inclus, à la différence des autres élèves, on va dire, ordinaires de la classe, qui, eux, vivent dans une ignorance de leur propre inclusion. Et ça m'a fait penser un peu à l'homme blanc, hétérosexuel et chrétien, qui est actuellement inclus de facto dans nos sociétés occidentales. Il n'y a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Dans le cahier de 2016, Inclure tous les élèves, nous parlions d'un vaste champ des possibles à explorer. Nous parlions de faire évoluer le principe d'égalité vers celui d'équité. Et nous imaginions que l'évolution de la loi et des moyens donnés pouvait être un levier efficace pour faire changer les pratiques, voire changer l'école. On avait un point de vue assez idéalisé, je trouve, à l'époque. 8 ans après, nous en sommes à l'acte 2 de l'inclusion. Est-ce que l'école s'est vraiment adaptée à ses élèves? Où en est-on de ce processus? Or, on remarque que les frustrations exprimées sont multiples, car les moyens humains ne sont pas là. Les besoins de formation ne sont pas pris en compte. L'application des PAP et PPS est inégale. On se pose toujours la question, faisons-nous assez? Question qui est angoissante et culpabilisante. Est-ce qu'on peut en faire plus? Comment faire dans une classe où il y a plusieurs élèves qui présentent des troubles différents avec une seule AESH? Et je sais que c'est une situation d'enseignement qui est connue de nous tous. Puis aussi, que se passe-t-il quand l'inclusion est toujours abordée par sa face médicale, l'élève médicalisé, et que la différenciation pédagogique, c'est-à-dire la capacité à l'école s'adapter, est laissée à la discrétion de tous, mais très discrètement.
Et comment fait-on le lien avec le pédagogique entre l'AESH et l'enseignant? Alors, nous avons voulu aborder dans ce cahier la mise en œuvre de l'inclusion dans un sens très large, tous les 10, tous les troubles, le handicap physique, mais aussi l'inclusion sociale, l'inclusion des familles, l'inclusion des élèves allophones nouvellement arrivés en France. Nous avons voulu un cahier qui fasse un point d'étape sur la prise en charge des besoins de chacun, avec des témoignages qui vont de la maternelle à l'université. Les besoins des élèves, mais également les besoins des adultes qui les accompagnent. Et les témoignages des auteurs pointent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et le contexte politique actuel dans lequel nous vivons ne nous invite pas à l'optimisme. Ce qui ne fonctionne pas impacte notre quotidien. Pourtant, également, il y a plusieurs articles du cahier qui témoignent d'expériences, de tâtonnements souvent effectués collectivement, et en tous les cas, qui ouvrent des perspectives pour l'avenir. Donc, ce sujet nous interroge fortement. Pour faire une analogie avec ce que j'ai dit au début, je trouve que nous sommes dans un MeToo de l'inclusion. Avant, on n'en parlait pas, ou en tous les cas pas autant. Nous avons franchi une étape, nous en parlons beaucoup plus, nous en parlons avec colère, avec interrogation, mais aussi avec espoir et détermination. Ce n'est pas facile au quotidien, mais c'est ce que nous avons tâché de faire dans ce cahier, de libérer la parole, de montrer que nous avançons, nous créons. Et là, aujourd'hui, maintenant, nous échangeons entre nous. Je vous remercie. Merci Cathy pour ces premiers éléments. On comprend bien du coup que le sujet est central et grave. Peggy, tu es également principale à Paris. Bonsoir. Bonsoir. Alors, que contient du coup, maintenant qu'on a les premières bases posées par Cathy, que contient ce dossier concrètement en termes de réflexion pratique? Alors, c'est Parce que un, j'imagine euh, qu'on a, on a besoin, enfin les collègues ont besoin qu'on réponde à leurs préoccupations en tant qu'usagers de l'école, aussi bien les enseignants que les élèves, que les parents. Donc, quels axes vous avez privilégiés avec les articles retenus? Quels choix vous avez faits voilà, dans l'organisation générale? alors, c'est un dossier qui comporte trois parties. Il y a 28 articles, dont trois sur le site, quasiment que des femmes qui ont écrit. Ça faudra peut-être qu'on y réfléchisse sur le pourquoi. Et l'objectif, c'était vraiment d'essayer de faire à la fois un point, mais surtout de comment faire. Et les deux autrices qui sont là nous donneront des éléments pour ça. Trois parties. Donc, tout d'abord, on a donné la parole aux auteurs pour nous faire un bilan de l'école inclusive. Donc, globalement, ce qui remonte, c'est que c'est difficile. Il y a eu des réussites, par exemple, un article qui montre en quoi la classe flexible peut aider. On a eu aussi une interview de quelqu'un qui, vous savez que l'Italie est très avancée dans l'organisation sur l'inclusion des élèves, et donc on a quelqu'un qui a réécrit, qui avait écrit en 2000 dans le précédent cahier, et qui revient sur ce qui s'est passé entre-temps. Donc voir quel chemin parcouru, et comme pour reprendre le titre d'un article, est-ce que par hasard on n'aurait pas mis la charrue avant les bœufs? Parce qu'en fait, là, j'arrive sur la deuxième partie du dossier. On a essayé de voir comment et quelles difficultés il y avait à faire du commun avec des singularités. C'est-à-dire que chaque élève est différent dans la classe et comment on réussit à créer une unité dans une classe. Donc, on a le portrait d'un chef d'établissement qui essaye de faire quelque chose avec son équipe pour des élèves qui sont complètement allophones et qui n'arrivent pas à œuvrer en CAP. On a aussi une élève qui nous explique son combat. On a aussi fait un pas de côté pour parler de l'EPRE. Vous savez, c'est les cours que l'on donne au sein des établissements scolaires à destination des parents pour leur permettre de suivre la scolarité de leurs enfants et d'apprendre le français aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. On a montré des hauts, des bas et surtout comment chacun faisait pour ne pas renoncer. Parce qu'il est parfois quand même un petit peu difficile de prendre garde de ne pas exclure au sein de la classe, parce que quand un élève est à côté de son AESH et que l'AESH lui explique le cours alors que le professeur est en train de parler, bah, c'est une forme d'exclusion. En fait, il serait dans une autre salle, ça pourrait faire la même chose. Donc, comment essayer de faire que on puisse ne pas exclure au sein de la classe dans un souci d'inclusion. Et puis, on s'est aussi posé la question de la différenciation. Et là, j'arrive à notre troisième partie, parce qu'en fait, il apparaît de plus en plus qu'il y a besoin de méthodes pour inclure et qu'on va vers la conception universelle des apprentissages.
La conception universelle des apprentissages, c'est comment faire pour que son cours soit dès le début inclusif et qu'il ne soit pas nécessaire de pallier les différents apprentissages en mettant en place des modalités particulières pour chaque enfant. Donc, on part de l'organisation avant de réfléchir. Actuellement, là, on a l'impression qu'on part un peu de l'organisation avant tout et on ne réfléchit pas au point de vue pédagogique. Et donc, là, vous avez quelques articles qui vous présentent des méthodes pour que ce soit moins difficile pour chacun. On a aussi donné la parole à des orthophonistes pour qu'ils nous donnent quelles seraient les pistes qu'on pouvait utiliser en tant qu'enseignant. Et bien sûr, on a essayé de montrer en quoi l'inclusion et la différenciation pouvaient être redondantes et pour autant pas différentes. Mais je vais peut-être laisser la parole à nos autrices. Mais merci déjà, parce que pour toutes ces précisions, pour cet éclairage, c'est bien le parti pris de toute façon des cahiers de faire un constat lucide de la situation, voilà, en donnant notamment la parole évidemment aux acteurs et aux actrices de terrain. Nous avons ce soir avec nous Charlotte Michaud, qui est professeure de lettres en collège dans l'Indre-et-Loire. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Alors toi, tu es autrice dans ce dossier d'un article, d'une fiche outil plus précisément, une séance de lecture conçue pour tous, qui se veut donc résolument inclusive. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Comment faire donc en lecture, par exemple, quand on sait l'hétérogénéité qu'on peut trouver dans les classes en la matière? Ouais, voilà, donc c'est vraiment une fiche outil, donc ça part du terrain et c'est fait pour être ensuite repris sur le terrain. Donc l'idée, c'est de faire du commun avec des singularités par une lecture partagée. Et j'ai essayé de voir comment dans la classe de français, donc ça marche sur du cycle 3, cycle 4, j'essaie de le penser pour que ce soit transférable, comment on peut faire de la conception universelle des apprentissages autour d'une lecture de texte partagée pour construire une posture de lecteur pour tous, mais à partir des possibilités de chacun. Donc, il y a plusieurs éléments sur lesquels il faut agir. Il faut déjà toucher, vu quand on est sur du texte, à la mise en page et une mise en page facilitante. Et là, je donne vraiment des éléments extrêmement concrets et documentés pour avoir une mise en page facilitante pour tous et non pas un document à part pour l'élève, par exemple, qui aurait un trouble 10. Ensuite, j'aborde une progression dans ces séances de lecture avec l'idée d'installer très tôt dans l'année un enseignement explicite de ce que c'est que la compréhension en lecture pour tous les élèves et que tous s'en emparent et réactiver régulièrement par des pictogrammes, ce qui va permettre une réactivation peut-être plus mobilisatrice pour les élèves avec des difficultés d'accès à l'abstraction. Et puis enfin, une série d'activités qui sont des activités assez classiques du cours de français et de la lecture, mais que j'ai essayé de mettre ensemble pour que chacun ne fasse pas forcément tout le parcours de lecture, mais travaille sur le même texte avec des éclairages différents. Et puis, en fin de séance, un temps de lecture où avec chacun de ces éclairages différents, on fait commun autour du texte. Donc, c'est un travail, un exercice scolaire de classe de français, mais c'est aussi un temps de collectif, de discussion dans la classe où chaque élève voilà, a son rôle à jouer dans cette séance. Voilà. Ben, merci Charlotte pour ces explications, pour ce travail, pour ce partage, parce que c'est quand même intéressant de voir ce qui se passe directement dans les classes. Et c'est le but de nos fiches outils dans nos dossiers, c'est qu'elles soient conçues non pas comme des recettes toutes faites qui ne marchent qu'à un seul endroit, mais qu'elles soient suffisamment pratiques et incarnées pour que les collègues s'en saisissent, se les approprient et puis, voilà, et puis que la démarche soit transférable dans d'autres classes, d'autres niveaux ou d'autres disciplines. Nous accueillons aussi ce soir Maëlys Rousseau, autrice également dans ce dossier. Tu es professeure des écoles en maternelle et formatrice à Asnières et membre du comité de rédaction des cahiers pédagogiques. Bonsoir Maëlys. Bonsoir. Alors, toi, dans ton cas, tu expérimentes dans ta classe une démarche d'apprentissage Mhm. en lien avec les recherches de Grégory Delbrouet, qui interviendra aussi avec plaisir ce soir. La séquence personnalisable, un outil inclusif. C'est le titre de ton article dans lequel tu
tu décris ce travail. Est-ce que tu peux nous en parler, notamment nous dire ce qu'est une pratique culturelle fédératrice? Oui, avec plaisir. Alors, mon article, il exemplifie en fait cette démarche à partir de mon contexte d'exercice très précis et à travers le parcours d'un de mes élèves, d'un des élèves de ma classe qui a un PPS, un projet personnel de scolarisation, et qu'on suit en fait au travers de cette séquence personnalisable. Alors, pour moi, les séquences personnalisables, c'était complètement un changement de paradigme, puisque je raconte dans cet article qu'auparavant, je bâtissais une progression pour chaque apprentissage et que les élèves avaient chacun un parcours différencié dans ces séquences qui étaient progressives, qui partaient du plus simple au plus complexe. Et depuis que je travaille avec Grégory, qui vous dira un mot tout à l'heure, on travaille à partir de pratiques culturelles fédératrices, ces fameuses PCF dont tu parles, Eben. Dans cet article, il y a un exemple de pratique culturelle fédératrice qui est un jeu mathématique qui s'appelle la bataille à quatre, que j'ai créé en m'inspirant à la fois de la bataille et de la belote. Et donc, il s'agit d'un jeu que tous les élèves de la classe vont vivre plusieurs fois au cours de la séquence, tous ensemble. Donc, ça va permettre à chaque élève de se sentir progresser, à gagner du pouvoir d'agir au fur et à mesure à travers ce jeu. Donc, quand ils pratiquent, je les laisse vivre ce jeu et j'observe les ressources qu'ils sont capables de mobiliser en situation. À partir de ces ressources qu'ils listent avec moi, c'est-à-dire qu'après la pratique, on se dit, ben alors, qu'est-ce qui pourrait nous rendre plus forts pour jouer, par exemple, à la bataille à quatre? Eh bien, on fait une petite liste ensemble des ressources que l'on pourrait utiliser. Et à partir de cette liste, je bâtis des tâches d'apprentissage spécifiques à chaque ressource. Donc, les élèves ont besoin ou n'ont pas besoin de construire ces ressources. Cela dépend de là où ils en sont. Donc, des parcours se créent dans la classe à travers ces tâches d'apprentissage qui peuvent être suivies par une partie des élèves. Et donc, un élève avec un PPS suit un parcours comme chaque enfant dans la classe et revient à la pratique ensuite avec davantage de ressources. Donc, ça lui permet à la fois de vivre des choses avec le collectif, comme tous les autres, et aussi de se sentir progresser là où il en est exactement, sans ressentir ses manques, mais en se voyant progresser. Ben, merci Maëlys. Alors je le dis tout le temps, mais faut répéter 1000 fois l'importance de cette école primaire. Je rappelle que tu es en maternelle. Oui. Cette école première, comme dit Philippe Mérieux, notamment pour amorcer ce défi de l'inclusion, voilà, et du boulot formidable que font de toute façon les collègues en maternelle. Euh, Nous avons justement ce soir avec nous Grégory Delboé, qui est formateur à l'INSPE de Lille et chercheur en sciences de l'éducation, membre actif également du comité de rédaction des cahiers pédagogiques. Bonsoir Grégory. Bonsoir Ben, bonsoir à tous. Alors, quel prolongement peux-tu faire suite aux explications de Maëlys et peut-être une mise en relation, une mise en lien avec d'autres articles du dossier? Oui, ben, Maëlys en parle très bien et c'est effectivement, elle baigne dans ses pratiques aujourd'hui puisqu'on échange quasiment quotidiennement sur ce qu'elle vit avec ses élèves et c'est extrêmement riche pour tous les deux. Et j'ai fait une mise en relation avec notamment deux articles dans ce numéro, dans ce beau numéro qui me semble très riche, très ouvert en tout cas et qui évite les évidences. Non, il n'y a pas d'évidence, et surtout en la matière. Alors moi, ce que je retrouve dans le discours de Maëlys, c'est peut-être une idée clé qu'on retrouve dans deux autres articles que je vais citer là. Et l'idée clé me semble être partir de ce que les élèves font plutôt que de partir de ce que l'on voudrait qu'ils fassent.
Ça me paraît vraiment une idée importante et qu'on retrouve notamment dans un article à la page 39, Récit de soi, qui a été écrit par Sébastien Papa. Et Sébastien qui est un collègue qui intervient, un enseignant d'italien et du P2A. Ce collègue met en place une pratique assez simple avec les élèves allophones, combinée à des élèves de troisième, la pratique de l'interview. Donc les élèves de troisième interviewent les élèves allophones et, euh, les élèves qui ont réalisé cette interview dans un premier temps ont à ensuite transcrire à travers un écrit à la fois la présentation de chacun des élèves, mais aussi euh, quelque chose de plus personnel, justement, sur cette interview, ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont pu retirer de cette rencontre, comme le dit là l'auteur. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de commun avec les pratiques culturelles fédératrices? Moi, je pense que l'interview est une pratique culturelle fédératrice. On la retrouve déjà ici à l'école, telle que Sébastien la propose, mais on la retrouve évidemment un peu partout dans notre société. L'interview, c'est un mode d'expression. On la retrouve aussi dans nos cahiers pédagogiques, d'ailleurs. Belles interviews dans nos cahiers. Eh bien, ici, c'est une pratique que l'on importe de l'extérieur à l'école et c'est peut-être une particularité aussi de l'article qui va suivre après, euh, n'a pas un but très précis finalement. Chacun peut y mettre le but qu'il veut. On n'a pas tous la même idée de ce que l'on peut attendre du résultat attendu de notre activité quand on s'engage dans une pratique. Et quand on pratique la bataille à quatre, quand on pratique un jeu de société, quand on pratique une activité physique, eh bien, évidemment qu'on peut imaginer un but commun, mais chacun va aussi y mettre dans ses pratiques un certain nombre euh, d'intentions plus personnelles. Et c'est peut-être la spécificité des pratiques que moi je distingue dans mes travaux des tâches. Une tâche d'apprentissage, ce qui la caractérise, c'est d'avoir un but très précis. Et le but qui est le même pour tous, a priori. On peut imaginer dans la différenciation pédagogique des chemins pour chacun, etc., les discours qu'on connaît très bien, mais quand il y a un but pour tous, on se retrouve dans des logiques après de comparaison à l'attendu, de comparaison à l'autre, à celui qui est à côté. Alors que quand les pratiques sont plus ouvertes, euh, on est moins dans cette comparaison-là et c'est vrai qu'on va davantage aller vers ce que nous, on a appelé, au travers d'un numéro que Peggy a aussi coordonné, hein, l'autoréférencement, c'est-à-dire une comparaison à soi. Et ça, je pense que c'est résolument inclusif d'emmener l'élève vers cette logique de ce qui compte à l'école, c'est qu'est-ce que tu savais faire avant, qu'est-ce que tu sais faire aujourd'hui, qu'est-ce que tu sauras faire demain. Et l'installer dans cette évaluation-là me semble, moi, beaucoup plus porteur, notamment en termes d'inclusion. Donc là, on retrouve ça dans cet article. Et puis, il y a un autre article qui m'a interpellé, un article à la page 49, un autre regard qui revient sur les théories de la charge cognitive, théories de la charge cognitive qui sont à l'origine, qui viennent de Sweller et qui sont pas mal communiquées ici dans la francophonie par André Tricot. Alors, c'est une approche un peu particulière, centrée sur la tâche, euh, qui, euh, qui est assez bien explicitée, alors très techniquement, hein, dans l'article, mais il me semble qu'il y a également cette idée d'autodétermination des buts. C'est-à-dire que, euh, d'ailleurs, c'est ce qu'explique Sweller hein, dans ses travaux, c'est que il est souvent plus porteur pour les élèves euh, de s'engager dans une tâche dont les buts ne sont pas vraiment trop spécifiés, plutôt que dans une tâche à but trop spécifié. Et donc, on retrouve quand même cette ligne-là, que ce soit dans les pratiques que propose Maëlys, que ce soit dans cet article sur les pratiques ou relatif à la charge cognitive. Ça interroge vraiment ce qu'on propose aux élèves. Est-ce qu'on attend vraiment quelque chose de très précis ou est-ce qu'on laisse le champ relativement ouvert, ce qui va permettre à chacun de trouver sa place? Et c'est peut-être là une des clés de l'inclusion. Eh bien, merci à toi et à toutes hein, pour ce premier tour de parole et pour déjà tous ces apports. Ça fait écho, j'espère, et puis déjà réponse à beaucoup de questions posées par les participants dans ce webinaire au moment de l'inscription.
Voilà, comment faire quand même, comment faire à son niveau. Parmi ces questions, Cathy en a un peu parlé au début, hein, il y en a énormément et on n'est pas surpris qu'ils tournent autour de la difficulté de la mise en place de cette école inclusive. C'est un euphémisme en termes de moyens, de formation des personnels, d'accueil de toutes et de tous les élèves dans toute leur hétérogénéité. Euh, Quid de l'inclusion à l'heure du choc des savoirs et des groupes de niveau? Comment dépasser cette injonction contradictoire? Elle peut se combattre sur le plan syndical ou politique, mais quoi faire là, demain matin, dans sa classe ou au mieux son établissement? Comment ne pas se sentir trop démuni? Peggy, peut-être? Oui, effectivement, c'est vrai que dans des groupes plus homogènes qui vont être mis en place en sixième, en cinquième, et puis l'année prochaine en quatrième et en troisième, effectivement, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire des élèves autour de l'inclusion. Donc, est-ce que l'idée, c'est de ne pas rester sur ce constat un peu négatif et difficile de comment va-t-on faire? Je pense qu'il faut vraiment essayer, si on part sur un groupe, c'est le même groupe pendant la période considérée, et donc de voir où en sont les élèves et quel est l'objectif que l'on se donne sur cette période-là. Et vraiment partir, comme l'a dit Grégory tout à l'heure, de où en est chaque élève. C'est-à-dire que si l'objectif, on va dire qu'en géographie, on est en géographie, et l'objectif, c'est de tirer des informations d'un texte et d'en les traduire sur une carte, par exemple, en quatrième, et ben d'essayer de voir où en est chacun, s'il y en a qui sont au niveau du vocabulaire, d'autres qui sont au niveau de du concept même de cartographie ou de quelque chose comme ça. Et donc d'essayer de voir euh, que l'élève soit en position de handicap ou que l'élève soit en difficulté parce qu'il est allophone ou parce qu'il est en difficulté depuis un certain nombre d'années par un manque d'appétence à l'école ou quelque chose comme ça, de voir comment partir de là où en sont les élèves et d'essayer de mettre en place des activités diverses pour ça. Après, il faut vraiment chercher à trouver des ressources auprès de chacun pour on se dépatouille, hein, on a l'habitude de faire ce genre de choses, mais d'essayer de trouver des ressources dans le collectif, et c'est surtout ça, je pense, qui peut être porteur. Charlotte, je pense que toi, tu dois avoir des pistes pour nous. C'était plutôt du côté des dialogues avec les familles aussi qu'il faut vraiment inscrire dans ce processus d'inclusion, c'est-à-dire savoir aussi où ils en sont dans l'accompagnement de leur enfant dans sa scolarité, vraiment avoir Nous, ce qu'on a essayé de faire dans l'établissement où je travaille, de manière collective sur le niveau sixième, c'est un livret d'accueil qu'on propose aux parents d'élèves à besoins éducatifs particuliers lors de la première rencontre. Et on va pointer des éléments précis dans ce livret pour les aider à accompagner leur enfant sur ce chemin de l'école. Ouais. Quelqu'un veut rebondir ce vaste débat? Je pense que peut-être, je voulais juste ajouter qu'avec les histoires de groupes de niveau, il va falloir être raisonnable, c'est-à-dire dans le groupe où les élèves sont plus performants, de ne pas aller plus loin que ce qu'on avait décidé. C'est-à-dire que si l'objectif, je reprends mon image de cartographie, si l'objectif c'était de créer une carte, eh ben, peut-être qu'on multipliera les exemples de cartes, mais par contre, il ne faudra pas se dire, puisqu'on a fini avec la cartographie, qu'ils ont arrivé, même s'il nous reste encore 15 jours dans ce groupe-là, il ne faut pas continuer le programme pour pouvoir permettre aux élèves d'avoir l'opportunité de changer de groupe pour celui qui a réussi à dépasser ses compétences. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Donc, l'idée, ça va être en fait, euh, toujours dans cette histoire voilà, de préoccupation enseignante dans sa classe demain matin à 8 heures, qu'est-ce qu'on peut changer sans tout changer dans sa pratique pour continuer à donner du sens à ce qu'on fait, quoi, à partir d'outils qui existent déjà, sans révolution, mais sans, voilà, quand même impulser un changement, une transformation du regard. Euh,
est-ce qu'il y a autre chose à modifier, quoi, en termes de gestes professionnels peut-être? Moi, je peux continuer peut-être Oui, un si petit tu peu. veux, si tu veux. Effectivement, il y a un changement de posture. Déjà, depuis un certain nombre d'années, on dit que c'est important que les enseignants parlent moins parce que euh, il faut laisser la place à l'enfance, le mettre en activité et le laisser réfléchir par lui-même. C'est aussi, vous voyez, par exemple, si on prend l'exemple de ce webinaire, à la fin d'une heure et quart, vous n'allez pas pour autant savoir tous inclure vos élèves de manière parfaite et exemplaire, parce que même si on prend des pistes par l'oralité, on doit ensuite se mettre en activité et construire quelque chose. Donc, changer ces gestes professionnels, c'est effectivement mettre les élèves au travail, y compris en groupe, pour qu'il y ait un étayage avec les pairs, par exemple. C'est quelque chose qui est extrêmement productif pour les élèves en position de handicap ou les élèves allophones ou même les élèves qui ont une attitude un petit peu dérangeante en classe. C'est des moments où c'est plus facile. Différencier, c'est-à-dire oraliser les consignes, limiter l'écrit, permettre d'être évalué à l'oral à d'autres moments. Et tout ça, c'est des gestes professionnels qui ne sont pas habituels. C'est vrai que pendant un contrôle, il y a de cela 30 ans, peut-être qu'on avait l'habitude de surveiller qu'il n'y ait pas de triche dans la salle, mais c'est tout. Alors que là, peut-être que pendant un contrôle, on sait qu'il y a 3 élèves, on a besoin d'oraliser les consignes parce que sinon, ils sont coincés par ça, alors que par ailleurs, ils ont toutes les compétences qui sont attendues. Et comme on n'évalue pas le jour du contrôle, est-ce qu'il a compris les consignes? Et ben, c'est autant lui donner cette chose-là. Donc, c'est effectivement des gestes professionnels qui ne sont pas les mêmes, qui demandent d'être réassurés dans ces gestes et sûrement sous forme de formation. Merci. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Moi, je veux bien rebondir sur la formation. C'est vraiment ce dont on a besoin et surtout des formations en établissement pour qu'on ait tous les mêmes outils, qu'on s'en empare, qu'on arrive vraiment à une culture professionnelle commune avec voilà ce que tu décrivais, une évaluation avec ces différentes modalités. Moi, je m'y retrouve tout à fait dans la classe de collège. Et si les élèves peuvent s'y retrouver dans différentes disciplines, avoir peut-être des documents supplémentaires pour certains, un étayage par la parole, voire un père qui vient aider sur un temps d'évaluation. Mais par exemple, au collège, pour que ça fasse sens et que ça s'installe, il faut qu'on soit plusieurs disciplines à avoir des pratiques, non pas des copier-coller, mais une sorte d'harmonisation dans les gestes, qu'il y ait pas trop de dissonance pour l'enfant et pour sa famille. Merci. Euh, Moi, j'aime bien l'article qui est en accès libre là, de Johanna Briand, Inclure pour tous, point d'interrogation, que je trouve ouais, très pertinent. Je vous lis juste un extrait parce que ça correspond un petit peu à ce qu'on dit. C'est l'inclusion permet une mise en question collective. Elle peut impulser une transformation de la pédagogie et être bénéfique pour tous les élèves. S'interroger sur les pratiques, rechercher des outils numériques, explorer d'autres modèles pédagogiques seront profitables pour tous. Je trouve que voilà, cette transformation dont le système a besoin voilà, ne sera que bénéfique à l'inclusion. Euh, à ça, est-ce qu'il y aurait des réactions, des questions dans le chat? Tout à fait. Il y a quelques remarques et réactions. Alors, une première remarque, c'est autour de la PCF, les pratiques culturelles, j'ai oublié, Fédératrice. fédératrices. Merci. Euh, il y a une personne qui demande si c'est transposable à toutes les disciplines. Ah, Ah, alors, moi, je veux bien répondre. Dis-le, je lève la main. Oui, c'est transposable à toutes les disciplines. Actuellement, dans ma classe de maternelle, en maternelle, on a des domaines d'apprentissage, on n'a pas des disciplines scolaires. Mais actuellement, dans ma classe de maternelle, je mène des pratiques culturelles fédératrices dans, dans chacun des domaines d'apprentissage. Alors, elles répondent du coup, j'en profite pour dire qu'elles répondent à des critères qui permettent de mobiliser tous les élèves. Grégory parlait, on a parlé un petit peu, hein, mais
Il y a plusieurs critères. Il y a la possibilité de pouvoir participer avec très très peu de ressources. Il y a la possibilité à l'inverse de continuer à pratiquer même quand on a énormément d'expérience et de ressources. Il y a la possibilité de prendre des décisions. Et il y a un dernier critère qui est de faire par, pour et avec les autres, si je reprends cette belle expression de la pédagogie coopérative. Donc voilà les particularités des pratiques culturelles fédératrices. Et Grégory parlait de l'interview. En fait, elles sont inspirées de pratiques qui ont cours ailleurs qu'à l'école. Hein. Voilà, elles sont toutes praticables en dehors de l'école. Et donc, ça les rend très mobilisatrices, ça les rend intéressantes parce qu'on peut les pratiquer en famille, on peut les pratiquer en dehors de l'école. Et donc, elles donnent sens aux apprentissages et elles permettent de vivre des choses ensemble, même si on n'a pas les mêmes ressources. Donc, par exemple, quand les enfants importent un jeu à la maison ou une pratique, eh bien, ils peuvent pratiquer avec leurs parents qui vont, on l'espère, y trouver aussi un intérêt. Est-ce Voilà. que je peux me permettre de compléter un tout petit peu? Bien sûr. Alors, une réserve, parce que je travaille avec Maëlys, mais je travaille aussi avec des collègues en école élémentaire, mais aussi dans le secondaire. Il y a des disciplines avec lesquelles c'est un peu plus difficile. Euh, les mathématiques, par exemple, sont une discipline qui me pose problème quand on doit créer des PCF, parce que, comme Maëlys l'a rappelé, il y a des critères. Donc, le premier critère, euh, qui est l'accessibilité, c'est-à-dire le fait de pouvoir participer avec peu de ressources, d'être accueilli, de se sentir accueilli. Hein. Je ne sais pas si on en a beaucoup parlé, mais finalement, moi, il me semble que sur le sujet de l'inclusion, je ne sais pas si le plus important, c'est l'inclusion ou le sentiment d'être inclus. C'est-à-dire que, il me semble que le plus important, c'est d'essayer de se mettre à la place de l'élève et a-t-il le sentiment d'être inclus et qu'est-ce que ça veut dire être inclus de son point de vue? Bon, je ferme la parenthèse, mais ça me semble important. Donc là, c'est qu'ils se sentent accueillis, en tout cas avec peu de ressources dans cette pratique. Là-dessus, ça pose pas trop de problèmes. En revanche, en mathématiques, le- le- la logique de la discipline fait que le deuxième critère, celui de perfectibilité, c'est-à-dire que chacun puisse, même avec beaucoup de ressources, se dire qu'il peut toujours aller plus loin, eh bien, dès lors que vous êtes dans une discipline qui suppose une résolution, eh bien, quand c'est résolu, c'est résolu. Et donc, une pratique culturelle fédératrice ne se résout pas. Donc, on peut imaginer un jeu mathématique, alors il ne se résout pas, ça peut être une pratique culturelle fédératrice, mais une situation problème, par exemple, par définition, elle se résout. Et une fois qu'elle est résolue, eh bien, on ne peut plus faire mieux. Ou alors, on peut peut-être faire mieux, mais en tout cas, elle aura une fin à un moment. Et donc, on sera dans une impasse pour aller plus loin. Or, la pratique, par définition, c'est quelque chose qui, la pratique culturelle en particulier, n'a pas de limite et est toujours explorable, si je peux le dire comme ça. Donc, il y a des disciplines dans lesquelles c'est très facile et d'autres dans lesquelles c'est un peu plus difficile, mais on arrive quand même à trouver des PCF et à les expérimenter un peu à la fois. Il y a aussi une question autour des groupes de niveau et autour notamment de l'inclusion des élèves issus des dispositifs ULIS. Dans certains établissements, manifestement, ils ne seront pas inclus dans les disciplines mathématiques et français. Et donc, il y a une interrogation autour des mises en place de l'école inclusive en lien avec cette nouvelle mesure. Qui veut se lancer? Moi, je peux en parler. De ce que je vois là, c'est un exemple de choix de politique d'établissement, mais c'est pas du tout écrit dans les textes. Et je pense que c'est vraiment quelque chose à discuter en équipe avec l'équipe de direction, le professeur coordonnateur Ulysse et les professeurs des différentes disciplines, parce qu'effectivement, il n'y a aucune raison de ne pas inclure les élèves du dispositif Ulysse dans les groupes de besoins. Donc ça, c'est une particularité peut-être à travailler au sein de l'établissement de la personne qui a Marcella, qui a Je, quand je, même une liste d'un collège, je vois. Donc, J'ajouterais que normalement, dans le texte, il est vraiment bien précisé que les élèves doivent être inclus dans les groupes de niveau qui correspondent à leur niveau lorsqu'ils mm, sont mm, compensés.
et Tout à lorsqu'ils ont fait. les adaptations qui leur correspondent. Voilà. Donc, si l'enfant a des difficultés, par exemple, je reprends la lecture de consignes, mais que par ailleurs, une fois qu'on lui a lu les consignes, il est extrêmement performant, il n'y a pas de raison qu'il soit dans le groupe des faibles, en fait. Et Tout c'est à fait. peut-être ça qu'il faut remettre en avant, c'est-à-dire que tous les élèves doivent être inclus dans le groupe qui correspond à leurs compétences, qu'il y ait compensation ou non. Merci beaucoup pour ces premières, enfin ces explications, pour ces premières réponses aux questions du chat. Alors, je crois on ne peut pas ne pas parler ni revenir sur la conception universelle de l'apprentissage et la conception universelle de l'enseignement. Il y avait beaucoup de questions des participants à leur propos. Voilà, elles sont abordées, hein, comme nous l'a dit Peggy au début dans le dossier. Est-ce que c'est une vraie innovation? Sur quoi elle s'appuie? Qu'est-ce qu'elles impliquent? Voilà, qu'est-ce qu'elles impliquent au niveau du système scolaire? Grégory, tu peux peut-être nous donner des pistes? Oui, alors une innovation, oui et non. Disons que depuis la sortie du Covid, on en parle beaucoup parce que la CUA, Conception universelle des apprentissages, s'appuie beaucoup sur les technologies pour euh, engager des propositions. Si vous voulez un petit historique rapide quand même pour comprendre, hein, ça date des années 70 quand même, l'air de rien, cette CUA dont on parle, qu'on a l'impression de découvrir, mais qui n'est pas nouvelle. Alors en 70, au départ, c'est pas du tout dans notre domaine, mais c'est bien dans un domaine de l'art puisqu'on est en architecture et on appelle ça au départ le design universel. C'est le principe. Et l'idée, c'est de créer des environnements physiques. Alors, il y a le célèbre exemple de la rampe d'escalier, mais enfin, il y en a plein d'autres, du fauteuil. L'idée, c'est de créer des environnements physiques qui ne soient pas uniquement accessibles aux personnes en situation de handicap, mais qui prennent en compte la grande diversité de tous les utilisateurs. C'est-à-dire que chacun puisse se sentir à sa place. C'est peut-être d'ailleurs une forme de définition hein, de ce que pourrait être le sentiment d'inclusion dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de se sentir à sa place avec, par et pour les autres, comme le disait tout à l'heure Maëlys. Et puis, ça a été récupéré, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, par la pédagogie et donc une approche pédagogique dans les années 90 qui s'appelle Conception universelle des apprentissages, qui vise à rendre l'enseignement et l'apprentissage accessibles à un large éventail d'apprenants, y compris ceux qui ont des besoins divers. Donc, ce n'est pas spécifique aux élèves notifiés, dits à besoins éducatifs particuliers. La CUA ne privilégie d'ailleurs aucune stratégie particulière, hein, ce n'est pas une méthode. Tout à l'heure, on a laissé échapper ce mot, mais la CUA n'est pas une méthode. D'ailleurs, il y a un très beau dossier sur méthode, hein, qui date d'il y a 2-3 ans, qui rappelle ce qu'est une méthode, qui peut le distinguer d'une démarche. Là, on est plutôt dans une démarche pédagogique parce qu'elle est quand même très étayée scientifiquement. J'invite tout le monde à aller sur le site de CAST, qui est très, très bien fait. Euh, je pense qu'Assa mettra le lien. Et donc, sur ce site, vous allez pouvoir retrouver les lignes directrices, comme ils disent. Hein. Alors, aujourd'hui, ils ont ajouté un peu de neurosciences, parce qu'évidemment, dès que vous mettez des images de cerveau, ça a l'air tout de suite plus sérieux. Donc, euh, mais ils font une entrée à travers 3 questions clés, hein, à travers la question du pourquoi apprendre, et donc la question de la mobilisation des élèves, hein, même s'ils ont traduit dans la traduction française par engagement. J'ai eu l'occasion récemment de faire un petit papier dans les cahiers pour expliquer peut-être la différence qu'on devrait, à mon avis, faire entre mobilisation, motivation et engagement. Mais là, c'est de la mobilisation des élèves dont il s'agit véritablement. Pourquoi apprendre, hein? Qu'est-ce qui fait qu'on s'y mettrait, qu'on déclencherait de l'action, qu'on y persisterait, qu'on pourrait s'autoréguler? Une autre question clé de la CUA, c'est qu'est-ce qu'on apprend, quoi apprendre. Et donc, c'est offrir plusieurs moyens pour que les élèves se représentent, tout le travail sur les représentations des élèves. Et une troisième ligne directrice de la CUA, c'est le comment apprendre, qui va intéresser beaucoup les collègues, évidemment, parce que ça offre évidemment des pistes sur comment ils peuvent agir et comment les élèves s'expriment. À la fois, d'ailleurs, et ça c'est remarquable pour moi qui suis un peu spécialisé en EPS, par ailleurs, euh, c'est du comment qui s'exprime autant du point de vue de l'expression de la communication, des fonctions exécutives,
mais il y a toute une partie aussi sur les activités physiques. Et sur ce site, ce qui est intéressant, c'est que il y a ce fameux tableau avec les lignes directrices qui croisent trois grandes idées clés. Et quand vous entrez dans ce tableau, eh bien, en arrière-plan, vous avez des articles scientifiques qui viennent étayer en fait l'ensemble des idées de la CUA. Donc ça, je pense que c'est véritablement quelque chose à investir pour ceux qui veulent se brancher là-dessus. Euh, bon, alors, aujourd'hui, on ne peut pas démontrer l'efficacité de la CUA parce que c'est trop complexe, euh, mais la CUA essaye de démontrer que chacune euh, des propositions, des pistes qu'elle offre euh, a en revanche démontré son efficacité spécifiquement. Après, évidemment, on sait tous que la complexité de notre métier, c'est jamais des petits bouts, plus des petits bouts, plus des petits bouts, parce que c'est l'articulation qui fait que chaque situation est très particulière. Et puis un dernier mot, si tu permets, Ben, c'est la distinction que fait Sylvie Seb. Hein, on va quand même dire que bon, bah, cette fois-ci, autant pour l'explicite, hein, là, ça vient d'être récupéré par les Canadiens. Cette fois-ci, c'est nous qui récupérons cette CUA par l'intermédiaire notamment de Sylvie Seb, qui euh, la, comment dire, la modifie un petit peu parce qu'elle émet une petite critique quand même sur cette CUA. C'est l'idée qu'elle soit si universelle elle se proposerait presque de la même façon, quels que soient les objets et les contextes d'apprentissage. Or, vous savez que Sylvie Seb est une didacticienne de formation et que, comme toute bonne didacticienne qui se respecte, elle veut contextualiser, on situe le savoir. Et donc, si on parle de français avec des maternelles et de compréhension en lecture, alors on peut dire que les expérimentations qu'elle a menées par l'intermédiaire de Naramous, que beaucoup connaissent, on en arrive à ces conclusions-là. Donc, elle, elle, euh, elle souhaite qu'on parle plutôt de conception universelle de l'enseignement pour euh, essayer d'être un peu plus précis et d'être un peu plus didactique en évitant de généraliser les propos et en disant, mais non, tout dépend de l'objet de savoir et donc remettons en la loupe sur les contenus et les savoirs. Voilà, ce qui est toujours un petit peu la tension entre la pédagogie et la didactique. Merci, merci beaucoup. Un autre axe, alors du coup, ce serait pour qui viendrait voilà, compléter cette CUA, et avec laquelle elle doit pouvoir fonctionner, c'est la force du collectif. Ça revenait beaucoup dans les questions des participants. À minima, à l'échelle de l'établissement, voilà, la nécessité d'être différents ensemble avec les différents personnels, les différentes catégories de personnel dans les établissements qui interviennent auprès des élèves directement ou indirectement. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire, Cathy, peut-être? Oui, il y a beaucoup d'articles, enfin il y a plusieurs articles qui montrent des réalisations qui sont souvent basées sur la force du collectif. Alors, ça, c'est un collectif effectivement d'une dizaine d'enseignants, par exemple, ou de binômes, ou de travail en co-enseignement, ou de réflexion commune. Et la, alors la question qu'on peut se poser, c'est d'où part la force du collectif? Comment elle peut partir de la salle des professeurs, elle peut partir d'un groupe de professeurs de façon informelle qui vont travailler ensemble, elle peut partir d'une façon plus institutionnalisée d'une équipe de direction ou d'un peu des deux. Mais il me semble que ce collectif est absolument nécessaire et encore peut-être plus nécessaire à la veille de la mise en place notamment des groupes de niveau. Et je me suis aussi posé la question du rôle des AESH. Peut-on faire, doit-on faire, fait-on collectif avec les AESH? Quelle place on leur laisse on leur laisse? Euh, Parfois, j'ai l'impression qu'elles sont considérées comme un outil au même titre qu'un ordinateur ou une règle scanner. Et d'ailleurs, on a peu de témoignages des AESH dans notre cahier. Et pourtant, je pense qu'elles font partie de ce collectif-là, sont des personnels AESH. Et voilà, alors, j'ai pas de réponse toute faite sur comment créer le collectif, mais ce que je sais, c'est que il me semble nécessaire et que quand il peut exister, quand on lui donne les moyens d'exister au sein d'un établissement, les choses vont beaucoup mieux.
Merci. Maëlys, tu veux rebondir? Oui, oui, merci. Je rebondis avec plaisir sur le sujet des AESH. C'est vrai que dans mon article, Stella, ma précieuse AESH, on ne la voit pas. Mais il s'agit vraiment d'une partenaire de travail, d'une équipière qui est présente pour observer et adapter l'enseignement. Alors, euh, comment elle est partenaire avec moi en partageant avec moi mes objectifs, les objectifs d'apprentissage pour les élèves. Et c'est comme ça que, elle parvient à observer finement les élèves et que elle peut être vraiment actrice de la personnalisation en fait, des apprentissages dans la classe. Donc c'est vrai que ça me semble important quand même d'insister sur ce partage-là des objectifs d'apprentissage avec les AESH. Parce que si on leur dit, bah, voilà ce que tu dois voir, voilà ce que tu dois faire, en détaillant les choses absolument, on ne leur permet pas bah, réellement de s'adapter, de partager en fait un vrai regard sur l'élève. C'est ce qui me semble tout à fait intéressant dans ce que tu disais, Cathy, c'est ce partage du collectif, ce croisement de regard entre chaque intervenant autour de nos élèves. Et je pense beaucoup au personnel des RAZ que nous avons dans le primaire et qui est en train dont le rôle est en train de changer et d'aller vers un co-enseignement. Il me semble que même si c'est un changement qui peut être un petit peu difficile pour nous, parce que c'est un changement de geste professionnel, de posture, il faut ouvrir sa classe, eh bien c'est aussi un des leviers pour changer sans tout changer, pour adapter sans tout changer et aussi pour évoluer, parce que quand on est à plusieurs, à partager un regard sur un élève, il y a souvent beaucoup de choses passionnantes qui peuvent se passer et le dossier quand même le décrit, je suis d'accord, assez bien. Merci. Charlotte, tu voulais rebondir? Oui, sur les AESH, c'est intéressant ce que tu disais sur la maternelle, parce que nous, au collège, d'accord, on a des regards croisés, mais on est chacun dans sa salle. Et on arrive à faire du co-enseignement. Peut-être moi, j'y arrive 2 fois par an avec une logistique incroyable. Et les AESH, ça a été vraiment la découverte d'avoir un partenaire de travail et des personnes avec qui on peut co-concevoir des choses. J'essaie de faire des outils. Bon, je travaille beaucoup autour des 10. Et puis, elles me disent comment l'enfant réagit avec parce qu'elles le voient sans arrêt, alors que moi, il faut que j'aille de l'un à l'autre. Donc, c'est vraiment par moment de la co-conception et c'est très appréciable. Mais c'est vrai il y a des moments aussi où des élèves avec des problèmes de comportement, on aurait tendance à juste leur demander de, entre guillemets, canaliser l'élève. Et voilà, c'est problématique pour elles. Nous, elles sont nombreuses, donc ça fait une sorte de petite équipe aussi où elles s'entraident et ça a vraiment changé beaucoup de choses leur arrivée au collège. Et là, oui, c'est une petite équipe dans notre équipe. Mm. Merci. Vous parliez toutes les deux, enfin même toutes les trois, de co-enseignement. Ça me fait penser à l'article le tout premier là, de Rachel Arendt là, qui en parle pas facile d'inclure, qui parle aussi de co-enseignement et de la force, de la puissance de cette organisation de travail qui, une fois que les enseignants sont formés et habitués à travailler ensemble, ce qui n'est pas forcément complètement inscrit dans la culture professionnelle encore. Voilà, la force de ce dispositif est intéressante. Euh, Si je puis me permettre, je Oui, trouve je t'en qu'il prie. n'y a rien de plus merveilleux que lorsque des enseignants sont autour d'une table et qu'ils partagent modestement et avec crainte leurs outils pédagogiques. Et qu'à partir de là,
sans faire la révolution, à partir de petites choses. Du lien se crée et un commencement de réflexion se crée, une dynamique se crée. Et ces moments-là, en tant que chef d'établissement, j'essaye de les créer le plus possible. Parce qu'en fait, l'institution ne le, comment dire, ça n'existe pas officiellement, on va dire. Et c'est un petit peu trouver le temps et le moyen de le faire. Et je pense que c'est quand on peut travailler collectivement, quand on peut travailler ensemble, dans la difficulté de nos tâches au quotidien, nous sommes tous débordés, professeurs, chefs d'établissement, c'est du baume au cœur ou c'est du baume à l'âme. Appelez-le comme vous voulez, je propose ce témoignage. Mm. Eh bien, merci. On prend. Euh, une dernière, parce que je vois l'horloge qui tourne, dernière réaction dans le chat à ça? Quelques réactions effectivement dans le chat. Alors, je suis désolée, j'ai un petit problème de souris. Euh, il y a une réaction autour des classes de SECPA. Voilà, sur et comment on fait pour les élèves qui sont issus de ces structures en termes d'inclusion. Quelqu'un veut se lancer? La parole est libre. Bien, bon courage pour répondre à une telle question. Et moi, j'ai commencé ma carrière en SECPA. Après avoir été un an prof de PS, j'ai fait un an en SECPA. C'était assez passionnant. Je pense que je ne vais pas savoir répondre à la question du collègue. Euh, et de toute façon, je pense que dans tous les cas, on doit être toujours d'une grande humilité quand on aborde la question du comment, euh, et qui plus est quand on parle d'inclusion, mais j'ai envie de dire même dans l'ordinaire, pour le dire comme ça. Mais ce que je sais, c'est que quand on sort d'une expérience dans une structure spécialisée, on en sort avec non seulement armé techniquement, parce qu'on a développé des techniques du comment, mais on en sort aussi avec des valeurs extrêmement fortes, parce qu'on a été confronté à la différence. Ce matin, j'ai récupéré une étudiante, voilà, on était dans une séance, tout ce qu'il y a de plus classique, et puis euh, elle s'est effondrée parce que depuis 2 jours, elle est dans un milieu qui ne correspond pas à ce qu'elle a vécu elle. Et donc, la rupture est extrêmement forte. Donc, ça ne répond pas du tout à la question, mais ce que je veux dire par là, c'est que ces expériences-là, à mon avis, sont extrêmement difficiles à vivre, affectivement aussi. Et Cathy, moi, j'ai beaucoup apprécié ce que tu disais tout à l'heure, parce qu'il ne faut pas qu'on néglige, au-delà de tout ce qu'on pourrait dire, de peut-être, en essayant d'être intelligent sur des recherches ou je ne sais quoi, il y a une part affective qui est là, très, très présente dans ces missions-là et dans la confrontation à l'inclusion. Mais je pense que ces moments qui peuvent être très difficiles à vivre personnellement, et ils le sont déjà un peu moins collectivement, quand on réussit à les surmonter, on, on réussit à développer certainement des techniques, des valeurs qui nous permettent d'aller un peu loin. Donc peut-être que la réponse, moi, que je pourrais apporter aux collègues, c'est, encore une fois, on ne peut rien faire individuellement là, sur ce coup-là, et que c'est le collectif qui permet ça. Quand on est dans une SECPA, il y a une équipe. Il y a une équipe avec des collègues enseignants, mais aussi des collègues alors enseignants, mais en atelier. Et je pense que c'est ce collectif-là qui permet de au moins de construire quelque chose, d'essayer d'avancer ensemble. Mais répondre à une question aussi vaste sans savoir quel est la- le moment dans le métier dans lequel est notre collègue, les difficultés qu'il rencontre, une SECPA n'en est pas une autre. Donc, ça me semble bien difficile de répondre. Je voulais rebondir un petit peu parce qu'en fait, je crois que la question de l'enseignant du collègue, c'était surtout, alors qu'on est en train de faire disparaître tous les dispositifs excluants, Ah, les ITEP et tout ça, pourquoi est-ce que la SECPA continue d'exister alors que Mm. logiquement, vu qu'on est plus dans l'inclusion complète avec, on est parti des CLIS et on est maintenant sur des ULIS, vous voyez, il y a toutes ces... Mm. Pourquoi est-ce que les SECPA continuent à exister Mm. alors qu'il pourrait y avoir une différenciation accrue? Et c'est vrai que c'est une question. Je ne sais pas.
peut-être qu'on n'est pas encore tout à fait prêt à faire ce chemin-là. C'est vrai qu'avec les ITEP qui sont davantage inclus maintenant dans les établissements scolaires, peut-être que ça y viendra. Mais c'est vrai que pour l'instant, aucun texte réglementaire ne parle des SECPA comme étant en voie de disparition. C'est vrai. Même si on en parle depuis bien longtemps. Oh oui. Merci, merci. On ne pourra pas répondre à tout et régler tous les problèmes ce soir dans ce webinaire. Je vous invite, je vous engage à aller lire évidemment le dossier qui contient plein de pistes, plein d'éléments de réponse. On en arrive à ce moment qui est devenu traditionnel dans nos webinaires, c'est le commentaire d'un des dessins du dossier. Le dossier papier est jalonné de dessins très pertinents, très impertinents souvent. Cette fois, c'est James qui s'y est collé. Alors, je vais demander aux participants voilà, de nous dire qu'est-ce qu'évoque ce dessin euh, pour eux. Alors, dans l'ordre de mon écran, Cathy? Alors, ce qui m'évoque, c'est, je pense encore, parce que je me suis frottée il n'y a pas très longtemps à des parents et à des professeurs par rapport à une situation qui est compliquée, c'est la difficulté d'appréhender ce que c'est le handicap, encore et toujours. Euh, Bon, et, et là, également, oui, la culturation au handicap, à sa prise en charge, euh, à ce que disait Peggy tout à l'heure quand tu parlais de, d'adapter, je ne sais plus le mot que tu as employé, ne pas considérer le handicap comme une difficulté, mais voilà, c'est surtout ça que ça m'évoque. Je ne vais pas aller plus merci. loin. Merci. Grégory? Oui, ben, on pourrait le prendre comme ça, mais moi, je me dis que dans une journée de classe, aucun d'entre nous euh, n'échappe à un moment donné au fait d'être dans le trop-plein cognitif, émotionnel. Je pense au garçon de café que décrit très bien Philippe Mérieux hein, quand il dit qu'on essaye d'aller de table en table, d'être là pour tout le monde, mais que, eh ben, à un moment, dans une journée, on peut laisser échapper aussi ce type de phrase, ce type de réaction qui, pris isolément comme ça, on peut se dire, mais quand même, c'est incroyable qu'un collègue réagisse comme ça. Oui, mais dans le flot d'une journée, dans le marathon que ça représente, moi, je pense qu'on peut tous, à un moment, dire ce qu'il ne faudrait certainement pas dire, mais euh, moi, j'excuserais bien parfois des réactions comme celle-là, sans culpabiliser, et je pense que chacun d'entre nous, on passe à côté des élèves, inclus ou pas d'ailleurs, enfin notifiés ou non, euh, parce que tout simplement, voilà, on connaît tous la complexité de notre métier et à quel point ça va très vite et que même quand on veut faire au mieux, à un moment, cette collègue, elle est peut-être très concentrée, cette vache, sur ce qu'elle est en train de faire et qu'à ce moment-là, elle l'envoie balader parce qu'elle veut dire quelque chose de très important pour elle. Voilà, donc voilà, arrêtons de nous culpabiliser aussi sur une réaction qui est peut-être malvenue et puis cette vache, elle ira peut-être la voir en disant qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure, une demi-heure, et elle réglera ça. Peggy? Moi, je pense que ça fait écho au texte de Joséphine. Joséphine, c'est une élève de troisième qui a écrit en disant qu'elle s'était battue pendant toute sa scolarité pour qu'enfin on lui fasse des photocopies A3 sur fond blanc et pas sur papier recyclé parce que sinon elle voyait rien. Et que maintenant qu'elle a enfin ses lentilles, parce qu'en fait, c'est ça aussi qui est compliqué. Quelquefois, on se bat contre des choses pour essayer d'adapter, mais en fait, la vraie problématique de Joséphine, c'est qu'elle n'avait pas des lunettes adaptées et que financièrement, elle n'était pas du tout en capacité de se payer des lunettes adaptées. Et donc, elle s'est battue pendant 3 ans socialement
Et scolairement, bah, elle en voulait énormément à l'institution et elle le dit même avec ses mots à elle en disant j'étais en colère. Et les profs s'en sont pris plein la tête pendant toute cette période-là. Et ils avaient l'impression que j'allais me balader dans les couloirs et tout ça, mais parce qu'en fait, la vraie problématique, c'est que j'avais pas assez d'argent pour me payer des lunettes adaptées. Et maintenant, c'est bon. Je ne vais plus me balader dans les couloirs parce que même si les profs oublient de me faire les photocopies, je vois enfin. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est que quelquefois, on voit avec notre vision des choses, c'est-à-dire culpabilisatrice, c'est-à-dire que cette vache dit bah, demandons pas trop parce qu'elle ne sait pas comment faire en plus, mais en fait, elle ne peut pas parce que c'est à moins qu'elle achète elle-même des lunettes de Joséphine, elle ne pourra pas. Merci Charlotte. Moi, ce qui me frappe dans l'image, c'est qu'il y a pas le contexte autour, donc on a l'impression que personne qui peut l'aider, c'est cette vache, mais il y a peut-être un camarade solidaire à côté, ils sont peut-être en îlot, une AESH, même si elle n'est pas pour elle, qui peut donner un coup de main. Donc c'est vrai qu'il y a comme ça une impression de désarroi et de solitude, mais ne désespérons pas, on n'est pas tout seul, il y a un contexte derrière. Si je peux reprendre la parole, en fait, Très le vite. professeur est une vache, une peau de vache, et l'élève est un petit piou-piou, une petite poulette. Et c'est pour ça que je voulais ce que j'ai dit maladroitement, c'était pour la défendre, en fait. Mais je rejoins ce que dit Grégory. C'est vrai que il y a des moments de ras-le-bol et moi, je vis des situations, je suis ballottée en tant que chef d'établissement entre une famille qui va avoir des exigences, qui va dire c'est un scandale, et je sais que le Mm. professeur, il n'en peut plus, et Mm. que oui, on pourrait l'excuser d'avoir dit ça une fois, mais non, ce n'est pas possible d'excuser. Mais si, madame, enfin, les professeurs sont aussi humains, etc., etc. Ouais. Et il y a donc ce ras-le-bol-là, et il y a aussi, je pense, quand même aussi le manque de moyens qu'on a que j'ai dénoncé tout à l'heure, autant en formation qu'en personnel pour s'occuper de tous ces élèves. Et en temps. Et en temps aussi, ouais. Parce que la Maëlys? volonté, on l'a. Mm. Mm. Non, mais Oui, tout moi, Pardon, vas-y. pardon. Non, non, j'allais dire que j'avais rien à ajouter à ce que vous avez dit. Je partage tout à fait l'horizon déontologique. Notre idéal le matin, quand on part en classe, hein, c'est vraiment d'arriver à voir avec les yeux de nos élèves. Et il est inatteignable, hein, donc je me sens concernée par ce dessin, en fait, hein, comme un horizon, un rappel, quoi. Mm. Merci, merci beaucoup. Euh, on arrive au bout hein, de notre webinaire, de notre belle discussion. C'est frustrant parce qu'on sait bien qu'à chaque fois, on ne peut pas tout traiter. Voilà, mais de la frustration naît le désir. Je ne sais plus qui a dit ça. Euh, Est-ce qu'il y aurait du coup un dernier petit quelque chose que vous aimeriez ajouter, qui n'aura pas été dit, ou voilà, quelque chose qui manquerait, qui vous tient à cœur? Alors très vite, toujours un petit tour d'écran. Alors ça peut être voilà, une question que vous auriez aimé aborder, ça peut être un conseil à donner aux collègues et surtout aux collègues débutants qui nous écoutent. Voilà, en quelques petites secondes. Ma liste, hein, dans l'ordre de mon écran. Allez, moi, j'ai un conseil de lecture. J'ai été très touchée par le portrait de ce dossier du chef d'établissement lycée professionnel dans les métiers de l'hygiène. Il s'appelle Jérôme Herbrich et il a créé une dynamique collective d'engagement qui me touche énormément. Donc, j'invite à le lire. Ça, ouais. Merci. Cathy. Un conseil de lecture comme ça, non. J'ai j'ai pas réfléchi. Je vais pas pouvoir. Bon, alors, Charlotte. Bah, il y a une question qui a été posée au départ, pourquoi tant d'autrices? Mm. Voilà, on n'y a pas répondu, mais c'est un sujet intéressant. Et sinon, moi, une des nombreuses lectures qui m'ont touchée, c'est ouvrir l'école aux parents allophones
Voilà, avec toute une démarche d'école des parents par Mariama Bayo Kali. J'ai trouvé que c'était très juste, très fin. Merci. Peggy? Oui, moi je voudrais peut-être juste revenir sur la pédagogie de projet parce que souvent on pense que ça donne du sens et que ça mobilise un peu les élèves. Et c'est effectivement très souvent inclusif, c'est-à-dire qu'on arrive à trouver un rôle pour chacun, mais il ne faut pas oublier qu'il faut vraiment le raccrocher aux enseignements parce que si c'est juste pour faire agence de voyage ou activité ludique sans pour autant le raccrocher aux apprentissages, et ben, ça fait une fois de plus un moment où on exclut des élèves des apprentissages. Donc, trouver un projet porteur, oui, le permettant. Par exemple, je vous en donne un exemple très concret. On n'arrivait pas à faire comprendre la règle de 3 aux élèves de sixième. C'était vraiment très compliqué. La prof d'allemand s'est mobilisée. Elle a décidé de faire une visio sur des recettes en allemand. Et ils ont fait que des règles de 3 pendant toute une après-midi, un samedi après-midi. Et ils se sont tous revenus le lundi en la connaissant. Et c'était juste faire des recettes en allemand. Ils n'ont pas eu le sentiment de faire des maths pendant toute une après-midi. Et elle est revenue en disant, je crois que ça y est, ils ont compris. Et le prof de maths lui a dit oui. Et ça, c'est un projet qui, pour moi, est porteur de sens. Merci. Grégory? Oui, bah moi, si c'était une lecture, je suis très, très sensible à ce que peut écrire Charles Gardou sur l'inclusion et j'invite tout le monde à le lire. Et je voudrais réagir aussi au propos de Marie. Là, j'ai vu qu'il y avait une petite différence aussi entre ce qu'on est censé faire, qu'elle appelle la théorie et Mm. l'idéal. Je ne sais pas si la théorie, c'est l'idéal. Et ce que l'on est capable de faire. Mm. Euh, et moi, j'ai envie de dire que euh, la théorie, je ne sais pas si c'est ce qu'on est censé faire. Je pense que c'est juste parfois un horizon, mais en tout cas, ça doit nous guider pour qu'on se sente moins seul aussi parfois. On a parlé de la solitude aujourd'hui. Moi, personnellement, la théorie, ça m'a toujours aidé à me sentir moins seul, mais je ne l'ai jamais vécu comme quelque chose qui me prescrivait ce que je devais être, ce que je devais faire, ou comme quelque chose qui devait me culpabiliser parce que je n'étais pas dans la théorie. Euh, voilà, c'est une façon aussi de sortir de cette solitude d'un métier qui, de toute façon, est le plus souvent solitaire et on est trop souvent en circuit interne, à mon avis. Donc les intuitions, c'est bien, on doit rester intuitif, mais on a besoin aussi de guides. Et ces guides-là, bah, aujourd'hui, dans ce que vous appelez les théories, on a quand même des choses assez ouvertes pour que chacun puisse y trouver un peu de soi et aussi un peu de ce qu'il sera. C'est pas seulement ce qu'on est aujourd'hui, parce que de toute façon, face à l'inclusion, on est tous en train de construire quelque chose. Donc voilà, on avance et puis humainement. Un grand, grand merci à vous, à toutes nos intervenantes et intervenants de leur participation. Merci à l'auditoire hein, pour son attention, ses réactions stimulantes et toujours passionnantes et passionnées. Vous trouverez les références des articles cités au cours de ce webinaire et vous trouverez le webinaire lui-même sur notre chaîne YouTube dès que ce sera possible. Merci encore à Tristan, Assa, Andrea pour la mise en forme. Je vous rappelle que les cahiers pédagogiques sont une revue associative. Elle paraît par le travail conséquent de nombreuses personnes, militantes ou salariées, et votre soutien est fondamental pour nous. Faites-nous connaître, contribuez à nos dossiers, abonnez-vous, faites abonner vos collègues, vos établissements, parcourez notre site et notre librairie, nos podcasts, nos veilles de l'actualité éducative, nos formations qui démarrent. Retrouvez-nous aussi sur la plateforme Kern. Et puis, venez militer avec nous, rejoignez-nous. Je crois qu'il y a d'ailleurs encore des places, il me semble, pour les rencontres annuelles estivales du CRAP Cahier Pédagogique, troisième semaine d'août. C'est à Bourges cette année, il me semble. Voilà, tous les renseignements sur le site, n'hésitez pas. Le prochain webinaire aura lieu le samedi 8 juin 2024 dans un format légèrement différent, sous forme de forum, et sera consacré à notre dossier 993 qui aura pour titre Intelligence artificielle et pédagogie. Mm. Bonsoir.